l'impression que vous n'allez pas y arriver et où tous les musiciens ont été mis. Bien, sans savoir du tout, évidemment. Je demande à ma mère. C'est vrai? Oui, j'ai une envie de dire. Non, je n'ai jamais fait de campeur. Mais vous faites bien le campeur. Ben, c'est un rôle de Et composition. 70% des hétérosexuels qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Et je vous le dis droit dans les yeux. Bonsoir et merci de votre fidélité. Avec nous ce soir, Maître Novakovic, avocate au barreau de Paris. C'est une figure bien connue du grand public. Depuis de nombreuses années, elle intervient sur des dossiers sensibles et très médiatisés où la justice se retrouve au cœur du débat public. Elle s'est notamment illustrée dans l'affaire Omar Haddad, un dossier emblématique qui continue d'interroger le fonctionnement de la justice. Habituée des prétoires comme des plateaux de télévision, elle n'hésite pas à prendre la parole pour expliquer, décrypter et défendre sa vision du rôle de l'avocat. Dans cette émission, Maître Novakovic revient sur son parcours, son engagement et sa lecture des grandes affaires judiciaires qui a marqué sa carrière. Maître Novakovic, bonsoir. Bonsoir, Merci d'avoir accepté mon invitation. je suis ravie. On est en janvier 89, vous prêtez serment et vous devenez avocate. Pouvez-vous nous dire pourquoi avoir prêté serment et pourquoi avoir choisi ce métier d'avocat? À la base, je voulais pas être avocate. D'accord. Je voulais être actrice. Ok. Voilà. Il y a un lien entre les deux? Il y a un Actrice et- énorme lien entre actrice et avocat parce que je me suis aperçue que finalement, en étant avocate, finalement, vous êtes beaucoup plus utile Mhm. parce que on ne joue pas avec la vie, c'est une vraie vie réelle. On aide les gens de manière réelle. Mhm. Alors que je voulais transmettre des idées par le biais de ce métier d'actrice, parce que je savais que, enfin, pour moi, c'est pas petite actrice. Oui, J'imaginais tout de suite la grande actrice. Donc vous étiez fan un peu de cinéma? J'adorais le cinéma. D'accord. J'adorais Et- les grandes actrices américaines. D'accord. Voilà, j'étais très fan et je me disais, mais moi aussi, je serais une actrice américaine. Et j'écrivais déjà à l'âge de 13 ans, en toute discrétion, parce que dans ma famille, ça ne se faisait pas. Oui. Et pour demander effectivement d'être actrice, je demandais d'être comédienne à différents auteurs. Et c'est quoi? Il y a un film qui vous a marqué où il y a une avocate qui plaidait? Pas du tout, c'est pas des avocats. Non? C'est actrice qui transmet des images, c'est actrice qui transmet au grand public, qui peut laisser par ce biais, par le fait d'être connue, on peut après transmettre au monde entier des tas de messages. Mhm, mhm. Et Donc du- ce message, on peut le transmettre encore mieux en étant avocat. Exactement. Et du coup, vous prêtez serment et là, l'aventure commence. Un an après, vous ouvrez votre cabinet Mhm. très rapidement et ça fonctionne directement? Ah ben, comme tout le monde, je débute en faisant marcher le bouche à oreille. Je vais voir chaque commerçant. Vous savez, je m'installe, je suis à côté. Et puis le premier appel, je me rappelle toujours du premier appel du client qui voulait un rendez-vous. C'est une cliente et elle me dit, voilà, je veux un rendez-vous. Et là, je lui dis, écoutez, je vais regarder mon agenda, il est évidemment tout vide. Écoutez, je suis très chargée, mais pour vous, je vais vous recevoir aujourd'hui. Voilà, je me souviens de ma vie parce que je me suis dit quand même, voilà. Et finalement, ça a marché. La dame est venue, elle était très contente. Et puis le bouche-oreille a fonctionné extrêmement vite. Parce que les gens, quand on est sincère, eh bien, on ne peut que fonctionner. J'ai toujours fonctionné, en fait. Parce que je donne ma sincérité et surtout, je leur donne un bout de moi-même. Quand je défends quelqu'un, je donne une partie de moi-même. Chaque affaire a son importance et Oui. chaque affaire, Oui. vous donnez le meilleur de vous-même. Alors, non seulement je donne le meilleur de moi-même, mais il n'y a pas de petite affaire ou de grosse affaire. D'accord, Il y a la personne que je défends. d'accord. Je ne fais pas de différence. Par contre, je choisis mon client au départ, Mhm. justement pour ne pas me tromper dans mon investissement. Vous choisissez quand même. Bien sûr, je choisis. Donc si demain, quelqu'un vous veut comme avocat, vous êtes dans votre droit de refuser. Alors, je suis dans mon droit de refuser. C'est un peu dangereux. En ce moment, il y en a un petit rigolo là qui me harcèle et qui me menace parce que j'ai refusé de le prendre. Mais si vous voulez, peu importe. Parce que je ne peux pas m'engager pour quelqu'un si je n'ai pas envie de le défendre. D'accord, d'accord. Sans indiscrétion, vous pouvez dire pourquoi vous refusez ou... Parce que je trouve que la personne n'a pas tellement que ça. C'est quand j'estime que le dossier. Alors, deux solutions. Soit parce que j'ai affaire à un terroriste et j'ai pas envie. D'accord, Voilà, je choisis mes causes. d'accord. Moi, j'aime défendre les victimes d'erreurs judiciaires, les victimes de féminicide, les victimes tout court, en fait, quelles qu'elles soient, côté partie civile, auteur, mais dans tous les cas, des gens qui risquent une erreur judiciaire. D'accord, d'accord. Ou alors des victimes de viol, des victimes de meurtre,
Bien sûr, je les défends Mhm. avec grand plaisir. Erreur judiciaire, c'est un grand mot et qui vous convient parce que c'est quelque chose que vous combattez depuis bien longtemps. Alors, dans vos débuts, vous pensiez un jour devenir cet avocat médiatisé, d'être autant médiatisé? Je ne voulais pas devenir, pour moi, c'était une évidence. Vous saviez que vous alliez devenir connu? Oui. J'ai mon ancien patron, parce qu'en fait, quand j'ai commencé une première collaboration, donc j'avais un patron qui m'a dit, très récemment, on se revoit régulièrement, et il m'a dit, c'est incroyable, car dès la première année, tu m'as dit, tu verras, je serai très connu, et je ferai plein de choses pour aider les autres. Et il était très étonné à l'époque, ça le faisait sourire. Il dit finalement, bah oui, effectivement, maintenant tu es très connu, et tu m'as dit, ce que tu as fait, je le vois aujourd'hui, et je tiens à vous dire que je n'ai aucun mérite, en fait. Je n'ai aucun mérite parce que je le fais en transmettant mon amour aux gens, mais ce sont les gens qui font que je suis là aujourd'hui. Mais ce que je fais, c'est rien de plus que donner, mais je reçois énormément. Donc finalement, je n'ai pas de quoi m'en vanter, puisqu'en fait, c'est grâce aux gens que j'ai défendus que je suis aujourd'hui connue au point que je peux laisser des messages utiles. Parce que si ce n'est pas utile, ça ne sert à rien d'être connu. Alors, vu que vous vous étiez préparé un peu à devenir Oui. Cet avocat connu, aujourd'hui, comment vous le vivez, cette exposition médiatique? Ben, très bien, puisque pour moi, c'était normal. D'accord. Donc, très bien. Ben oui. Alors, je précise quand même, au tout début de l'émission de Julien Courbet que je faisais à ses côtés, Sans aucun doute sur TF1, là, c'était quand même assez excessif. Et ça, je ne m'y attendais pas du tout. D'accord. Au point que je me suis retrouvée à un moment donné encerclée avec mon bébé et mon époux par toute une population qui est arrivée, mais comme une masse autour de moi. Et ce jour-là, j'ai eu très peur. Je ne vous cache pas. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Je ne pensais pas que ça pouvait aller jusqu'à ce point de ne pas être tranquille dans la rue. Et là, on peut se remettre en question à ce moment-là? À se dire, c'est peut-être pas pour moi? Ben, c'est de se dire, mais j'ai plus de vie privée, en fait. Donc, quand je me retrouve au ski avec des lunettes de soleil, un chapeau, etc., où on ne pouvait pas me reconnaître, bon, on me reconnaissait. D'accord. Donc ça m'étonnait, ça me surprenait. Et à un moment donné, j'ai décidé de lâcher la télévision. Donc, en 2006, fin 2006, j'ai dit, bon, bah, je vais faire une pause télévisuelle, je vais faire autre chose. Parce que je pensais que c'était bon quand même de prendre un peu de recul là-dessus. Et finalement, figurez-vous que ça n'a rien changé. C'est qu'en fait, même en prenant du recul, en me mettant vraiment en arrière de la télévision, eh bien, les gens continuent à me reconnaître. Parce que vous avez marqué et vous continuez à marquer. En parlant Donc, de télévision, vous avez, en 99, fait vos premiers pas en télévision avec une émission qui s'appelait Striptease. Vous vous rappelez? Alors, c'est pas mes premiers pas. D'accord, c'est pas votre première Ah, télé. pas du tout. Ah. Ma première télé, c'était quand j'ai combattu l'État d'Iran et que je l'ai fait condamner par contumace. C'est quand j'étais l'avocate des enfants et de petits-enfants D'accord. de Shapur Bakhtiar, Premier ministre iranien. Et Et en quelle année là? on était en 93. D'accord. Et le procès, non, pas 94. Et le procès en 94 est un énorme procès. Ça durait 1 mois et demi. Et c'était une énorme cause internationale. Donc un procès dans lequel, effectivement, il y avait tous les ténors du barreau. Bien sûr. En ce qui me concerne, je représentais les enfants et petits-enfants, donc la cause la plus importante. Et j'ai été protégée donc, par les forces de police pendant 1 mois et demi. Voilà. Donc ce procès m'a permis d'être médiatisée extrêmement, puisque tous les jours, je passais dans les médias. Incroyable. Et du coup, après cette exposition, vous avez vu une différence dans votre agenda? Ben, j'avais 30 ans. Oui. Donc mon cabinet, forcément, a explosé à A ce moment-là. explosé d'un coup. Il a explosé. D'accord. Forcément parce que, pour 2 raisons. Oui. Déjà parce qu'effectivement, les gens m'ont découverte. Ils ont vu qu'une petite avocate toute jeune qui se battait pour une belle cause et avec un très bon résultat. Et surtout, ce qui m'a... Et là, j'en suis reconnaissante. Et c'est pour ça que moi, les magistrats, je ne pourrais jamais les critiquer. Parce qu'ils m'ont aidé à lancer ma carrière aussi. Parce que les juges d'instruction, parce que c'était une cour d'assises spéciale, en fait, très gentiment, ont déclaré à plusieurs avocats que c'est la plus belle plaidoirie, j'aime pas le dire parce que j'ai horreur de dire ça, mais ils avaient dit que c'est une des plus belles plaidoiries qu'ils avaient entendues, parce que j'avais évoqué l'histoire de l'Iran. Bien sûr. Voilà, et j'avais vraiment défendu cette cause. Et du coup, le bouche-oreille a été vraiment, même vis-à-vis de mes confrères, le bouche-oreille a beaucoup fonctionné. En fait. Votre réputation
a explosé. Alors c'est en 2003, on en a parlé tout à l'heure, que vous commencez avec Julien Courbet. Émission sans aucun doute. En 2001. C'est en 2001. En 2001. 2001, sans aucun doute. Comment s'est fait cette approche, cette relation? Elle commence d'où avec Julien Courbet? Alors, j'étais en fait chez son concurrent de l'autre côté, France 2, de la rue. Donc D'accord. j'étais comme dans un fauteuil comme ça, j'étais l'expert pénaliste de son plateau, parce qu'en fait, suite à ce procès Bakhtiar, eh ben, j'ai été appelée par plusieurs journalistes, dont de la rue. Et j'intervenais comme expert. Et il s'avère que Julien Courbet, de l'autre côté de l'émission, ça m'avait donc repéré parce qu'ils se regardent entre eux, vous savez comment ça se passe. Oui. Et donc j'ai été contactée par lui et il m'a dit, voilà, est-ce que vous accepteriez de venir sur mon plateau et d'intervenir sur mes émissions? Donc j'ai accepté. Donc j'ai été testée. D'accord. Ça s'est très bien passé. Et là, parce qu'il y a quand même un lien qui s'est fait entre vous deux, parce que jusqu'à aujourd'hui, vous collaborez ensemble. Ah ben, je ne l'ai jamais quitté. C'est incroyable. Voilà, je suis restée fidèle. Moi, je suis une fidèle, en fait, il faut le savoir. Je suis quelqu'un d'assez carré et fidèle. Donc j'ai continué à ses côtés, mais tout en faisant d'autres émissions, dans d'autres médias, sur des plateaux de télévision, dans le cadre des informations, par exemple. Et c'est vrai que je continue à travailler sur mes dossiers. Mais c'est vrai que je suis restée fidèle à lui, parce que c'est une émission aussi qui est extraordinaire, en ce sens qu'on aide vraiment les gens à grande échelle, et surtout n'importe quelle matière. On peut défendre, peut-être pour une machine à laver qui ne fonctionne pas, mais aussi pour une belle cause magnifique d'un enfant qui a disparu, on essaie de le retrouver. Enfin, voilà, il y a vraiment c'était quelque chose à grande échelle sur TF1, et c'était formidable. Donc on aide vraiment beaucoup, beaucoup de gens dans cette émission, qui maintenant se trouve sur M6, mais on aide toujours les gens. Alors peut-être des dossiers moins lourds, mais ça reste quand même une aide. Alors, avec Julien Courbet, maintenant, ça fait plus de 20 ans. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui... 25 ans. 25 ans. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que c'est plus que du professionnel, c'est un ami? C'est une relation, forcément, moi je dirais d'affection. Voilà, c'est une relation d'affection, parce que c'est, si vous voulez, quelqu'un que j'ai toujours suivi, avec qui j'ai toujours travaillé. Donc forcément, il y a un lien indéfectible qui s'est créé. Mais au-delà du plateau télé, vous mangez ensemble, vous buvez un verre? Buvez un verre, oui, manger ensemble, mais on ne se voit pas non plus gérer chez les uns et chez les autres régulièrement, voilà, comme ça pourrait être. Surtout que vous avez beaucoup de travail. Parce que chacun, effectivement, est très occupé, chacun... et c'est très dommage, d'ailleurs. Parce que quand on fait le bilan, ça fait 37 ans que je suis avocate. J'ai prêté serment un 23 janvier 89. Et c'est vrai que on s'aperçoit que le temps passe tellement vite qu'on n'attend de rien. Voilà. La télévision est-elle dangereuse pour la justice? Elle est utile pour la justice. Elle est utile pour les justiciables, on va dire. Pas pour la justice. Elle est utile pour les justiciables. Parce que quand il y a une erreur judiciaire, eh bien, il faut la dénoncer. Avant, il y avait moins cette présence de justice à la télévision. Il y avait moins cette médiatisation des affaires. Vous la voyez, la différence avec aujourd'hui, en 2026? Mais moi, je suis une des premières avocates médiatisées. En fait, c'est ça ma différence avec les autres, peut-être, c'est que les autres confrères, c'est qu'aujourd'hui, c'est devenu du quotidien. On voit un tas d'avocats sur les plateaux de télé, mais à mon époque, en 2001, c'était très rare. Donc, il y avait bien sûr Éric de Caumont, spécialiste des voitures, qui était déjà très médiatisé. Et c'est vrai qu'on était deux avocats. Finalement, on était un petit peu des martiens pour les autres avocats. Parce que c'était très rare de passer à la télévision. Aujourd'hui, c'est du quotidien. Donc pour moi, finalement, c'est là encore, les messages, j'ai toujours su les porter et prendre le risque qu'il fallait. Parce que c'est des risques, même vis-à-vis de l'ordre. Parce qu'à l'époque, c'était, oh là là, il ne faut pas parler à la télévision comme ça, etc. Alors qu'aujourd'hui, c'est normal. Alors, Maître, moi, je suis très impressionné par votre parcours et admiratif. Vous avez plaidé dans plusieurs affaires. L'affaire de Chapour-Bakhtiar, on en a parlé. Raphaël Maillan, Dauphiné News. Vous assurez la défense en appel de Florent Brissot, condamné initialement à 10 ans de prison en 2001. Et finalement, vous intervenez. Et qu'est-ce qui se passe? Je le fais acquitter. C'est incroyable. Être condamné à 10 ans de prison, donc un coup de massue sur la tête. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait qu'il a été acquitté un peu grâce à vous? Parce que j'ai cru en lui, j'ai cru en son innocence,
Et son précédent avocat, j'ai pas jugé son travail, mais c'est vrai que, en ce qui me concerne, j'ai vraiment repris le dossier avec toute ma force parce que j'étais convaincue qu'il était innocent. Et donc, eh bien, je l'ai accompagné. C'était en plus très rapide. C'est une défense. J'ai été prise peut-être 2 mois avant. Dès le début, vous étiez convaincu, malgré la décision du jugement? J'ai d'abord étudié le dossier. Mhm. Et quand j'ai vu qu'il n'y avait rien dans le dossier, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Il est accusé. Puis j'ai vu qu'il y avait une espèce de conflit intrafamilial, etc. Donc c'est une espèce de vengeance de son ex-femme sur lui. Enfin, on voyait vraiment, on sentait la vengeance. Et c'est grâce à mon expérience en droit de la famille que j'ai pu tout de suite déceler cette difficulté. Et donc, j'ai tout de suite indiqué à mon client, quand je l'ai vu, écoutez, je crois en vous, je crois en votre innocence. Et maintenant, il va falloir me suivre vraiment dans tous mes raisonnements, dans les questions que je vais vous poser et dans votre façon de vous adresser à la cour, parce qu'il faut que les jurés vous croient comme moi je vous crois. Et il a joué le jeu. Et M. Brissot, pour tout vous dire, eh bien, je suis toujours en liaison avec lui et avec sa famille. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'encore pour le premier de l'an, ils m'ont appelé comme tous les ans, ils ne m'oublient jamais, pour me dire qu'ils m'aimaient toujours et qu'ils ne m'oublieraient jamais. Et j'ai eu la photo de cette famille encore. À chaque fois, ils m'envoient leurs photos. Et si vous voulez, pour moi, c'est merveilleux. Bah, c'est très touchant. Oui. C'est une victoire. Ça a été une victoire pour lui. C'est une victoire aussi pour vous. Quand vous apprenez qu'il est acquitté. Mais à chaque fois, c'est un émerveillement. À chaque acquittement que j'obtiens pour mes clients, j'ai l'impression de vivre une naissance. J'ai l'impression c'est ça que j'ai un attachement énorme pour les clients pour qui je combats parce que ça crée des liens, c'est extrêmement fort. Et puis surtout, je me dis, je suis utile. Voilà. Je me suis rendue utile. C'est pas me dire, oui, je suis contente, j'ai mon acquittement, hein, je mène ça comme un trophée. Pas du tout. Je me sens utile. J'ai évité une erreur judiciaire. J'ai évité que cet homme reste encore des années, parce que malheureusement, il a été incarcéré le temps de sa condamnation au départ. Donc j'ai évité, j'ai arrêté le feu, et puis j'ai obtenu une indemnisation. Il a été, bien sûr, indemnisé pour ce préjudice d'incarcération. Bien sûr. Alors, une affaire comme ça, du moment où... je n'ai pas les termes, hein, je n'ai pas fait des études de droit, mais vous faites appel, c'est ça? Alors, il a formé appel, il m'a saisi ensuite. Exactement. Du moment où il y a l'appel et la décision de l'acquittement, il y a combien de temps? Moi, ça a été très court parce que j'ai été saisie vraiment quasiment en dernière minute. J'étais saisie peut-être 1 mois avant le procès, donc c'était extrêmement court parce que la famille me cherchait. Pour vous, c'est court, pour moi, c'est long. 1 mois, c'est énorme. Alors, 1 mois... Pour préparer une audience? Oui. Ah ben non, c'est non, mais alors quand je dis 1 mois, c'est énorme, c'est-à-dire que pendant 1 mois, vous êtes dans l'affaire. Comment vous faites pour couper le soir? De toute façon, je ne coupe jamais. En fait, pour tout vous dire, je dors très peu. Et la nuit, je pense à mes clients, je travaille, je fais des petits mails. Même en rentrant à la maison, non, vous ne coupez pas? Je coupe le temps de dîner, le temps de parler à ma famille, tout ça. Et puis après, hop, je me remets dedans. Mais moi, une fois plus, c'est pas un travail pour moi. Même le week-end, c'est pas un travail. D'accord. Je ne le vis pas comme un travail. C'est vrai que ça peut être difficile à comprendre, mais c'est une passion, mon métier. Je suis passionnée par les gens. Ma passion, c'est aider les autres. Ça me passionne. Incroyable. Résoudre les problèmes, etc. Alors, comment vous inviter et ne pas parler de l'affaire Omar Haddad? Voilà, sa photo s'affiche sur vos écrans. Une affaire emblématique qui a marqué le monde judiciaire. En 2008, il demande la révision de son procès, et là, vous le représentez. J'ouvre les guillemets. Aujourd'hui, l'affaire Omar Haddad est une des plus terribles erreurs judiciaires du XXIe siècle. Je ne lâcherai jamais Omar Haddad. Vous pensez toujours à ces mots? Je ne lâcherai jamais Omar Haddad et je le ferai un jour innocenté. Et je vous le dis droit dans les yeux. C'est quand même une affaire dingue. Moi, pour vous dire, quand j'ai appris cette affaire, j'étais tout petit. Elle m'avait traumatisé, cette affaire. Quand on voyait ce qu'il y avait écrit sur les murs, etc. Le Omar m'a tué avec la faute. Et je me suis intéressé à cette affaire et j'avais vu plein de choses qui étaient bizarres dans cette affaire. Il a été condamné. Et là, vous intervenez. Vous faites tout
pour le défendre. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe avec Omar Haddad? Ça a avancé? L'affaire a... Alors, il y a plein de choses qui se sont passées puisque j'ai réouvert le dossier. J'ai fait réouvrir le dossier. Donc, j'ai un procureur de la République qui m'a suivi, procureur de la République de Nice. Et suite à ça, j'ai obtenu des éléments nouveaux, extrêmement importants, à savoir qu'il y avait 4 ADN mélangés au sang de la victime. Donc, qu'on ce a que j'ai dit dans le Omar m'a tué. Voilà. Exactement. Qu'on a retrouvé dans les lettres de sang. Et un expert, très gentiment, suite à une émission de télévision, s'est proposé d'intervenir gratuitement. C'est un dossier, vous imaginez bien, que je ne demande aucun honoraire, ça va de soi. Monsieur Omar Haddad n'a pas d'argent. Donc, je le fais bénévolement, avec l'aide de gens qui sont eux-mêmes bénévoles et qui m'aident. Et notamment des experts près de la cour d'appel, etc. Et un expert formidable m'a contacté en me disant, écoutez, je vois que vous vous battez, c'est très honorable, je veux vous aider. Ben, je dis, c'est génial, parce que le rapport que j'avais eu à un moment donné, parce qu'il y a eu un premier procureur formidable, mais un deuxième, une horreur. Donc le deuxième procureur, il ne me plaisait pas du tout, parce que lui, il voulait clôturer le dossier. Il n'en était pas question. Donc quand il m'a envoyé son rapport d'expert, je trouvais que le rapport ne voulait rien dire, c'est une charabia pour moi. Donc cet expert d'Aix, très gentiment, monsieur Brognaud, vraiment à qui je rends hommage, m'a aidé donc, à analyser ce rapport et a fait des dessins. Et les dessins, c'est plus facile quand on est profane en la matière, parce que je n'y connais rien en méthode scientifique. Donc, il m'a tout expliqué. Donc maintenant, j'y connais un peu plus grâce à lui. Et il m'expliquait que, vous voyez, il me dit, vous voyez, ces traces-là, eh bien, au même endroit, vous avez la même trace à plus de 30 reprises dans l'écriture, dans lettres de sang. Donc, ça ne peut pas être un ADN comme un postillon d'un journaliste ou un ADN de pollution, qu'on appelle ça. Bien sûr. C'est forcément un ADN de quelqu'un qui est impliqué dans le crime. Incroyable. Et juste pour venir au niveau de ces 4 ADN qui ont été retrouvés, aucun des 4 ADN n'appartient à Omar. Mais ça va de soi. Et vous savez que là, la première chose qu'on m'a demandé d'ailleurs, c'est « Je veux voir l'ADN de votre client à nouveau ». Pas de problème. Monsieur Omar Haddad s'est prêté à ce jeu, entre guillemets, et a accepté à nouveau de donner son ADN. Rien. Pas l'ADN de mon client, mais ça va de soi. Si ça avait été Omar Haddad, on aurait vu son ADN, mais c'est obligatoire. À l'époque, on ne parlait pas d'ADN. Donc il aurait forcément laissé son ADN sur la scène de crime et sur les traces. Rien. Vous êtes confiant pour l'avenir du coup? Je suis confiante en ce sens que je n'ai pas confiance en la justice là-dessus, parce qu'on ne veut pas, j'ai senti vraiment une rétention, un obstacle extrêmement important de la part de la Cour de révision qui Pourquoi, ne maître veut pas réviser. Pourquoi, maître? Parce que la justice ne veut pas reconnaître ses erreurs. En plus, c'est un procès international, donc voilà, on ne veut pas reconnaître ses erreurs. Mais peu m'importe, parce qu'il est innocent, et je l'obtiendrai. Et je peux vous dire une chose, et je ne citerai pas de nom, mais il y a certains journalistes, qu'aujourd'hui ils sont embêtés d'ailleurs, et j'en suis très contente, parce que ceux-là m'ont dit droit dans les yeux, je suis convaincu de la culpabilité de vos clients. Comment est-ce qu'on peut être convaincu de la culpabilité de mon client? Celui qui me dit ça est très mal vu par moi. Parce que quand on ne connaît pas le dossier des gens, on ne peut rien dire. Moi, je connais le dossier par cœur. Et il n'y a aucun élément au dossier qui mettrait en cause mon client. C'est impossible. Il n'y a aucun élément. Maître, moi je trouve ça vraiment incroyable. Je pense à Omar Haddad. Il avait quel âge à l'époque il était très jeune parce qu'en fait, il s'avère que cet homme d'une trentaine d'années était si vous voulez, c'est quelqu'un de très gentil. Il faut savoir que les rapports d'expertise, donc je dis pas ça parce que je l'aime beaucoup, mais les rapports d'expertise sont très clairs. Tous disent que c'est un homme extrêmement gentil, véritablement, qui est incapable de commettre ce genre d'acte. Et il était profondément accablé. Et autant vous dire qu'il n'a jamais compris ce qui se passait. On peut dire que sa vie a été gâchée? Mais bien sûr. Mais d'ailleurs, vous savez, quand il a été auditionné la première fois par les gendarmes, il n'a pas pris d'avocat. Parce qu'il était confiant. Mais bien sûr. Étant innocent, il n'avait pas eu besoin, il estimait ne pas avoir besoin de prendre d'avocat, sauf que ce qu'il faut savoir, c'est qu'il parlait très mal le français, ne savait même pas l'écrire ni le lire. Donc quand il a signé les procès-verbaux, il ne savait pas ce qu'il signait. Vous pouvez nous dire comment il va aujourd'hui? Mais de toute façon, mon client ne va pas bien. Tant qu'il ne sera pas innocenté, c'est pour ça que j'en fais un point d'honneur à le faire innocenter, eh bien, il n'ira pas bien. Il faut dire qu'il est considéré comme handicapé à cause de sa dépression.
suite à cette... Donc sa vie, en fait, est suspendue à mon procès, si je puis dire. Il attend vraiment d'être blanchi. Mais j'y arriverai, parce que... On peut dire que vous êtes son dernier espoir. Je ne dirais pas que je suis son dernier espoir, parce que lui, il croit. Il n'a pas... il y croit aussi. Je veux dire, nous sommes portés par une conviction, c'est qu'on y arrivera. Parce que s'il n'y a pas la justice sur terre, il y a la justice divine, qui fait que les éléments, et je vous promets, c'est absolument incroyable, j'ai toujours des éléments qui se rajoutent sans arrêt. Sans arrêt, des éléments nouveaux. C'est une histoire sans fin, et j'arrive sans arrêt à avoir parce que le destin de Omar Haddad, c'est que j'arrive à l'en sortir, à le blanchir. Voilà. Et puis moi, je ne tolérerai pas qu'on n'arrive pas à l'innocenter, alors que lui, vous savez, c'est pas l'argent qu'il veut. C'est juste qu'il n'y ait plus sur son casier criminel. Être blanchi. Voilà. Il veut être acquitté. Et vous vous rendez compte comme il est courageux. Il a, donc aujourd'hui, il doit avoir, je pense qu'il a 62, 63. Je crois qu'il a 63 ans. Eh bien, vous vous rendez compte qu'à son âge, il est prêt à subir un deuxième procès. Imaginez à quel point il est courageux et à quel point il est innocent. Parce que quand je suis dans la rue avec lui, les gens sont persuadés qu'il a été acquitté. Parce que comme il était gracié par le président de la République, M. Chirac, dans la tête des gens, c'est « vous avez été innocenté ». J'y croyais moi-même. Vous voyez ? Avant de préparer cette interview, moi-même, j'y croyais. Voilà. Eh bien, comme tout le monde pense ça, il pourrait très bien se dire, de toute façon, je suis une star. D'ailleurs, c'est une vraie star dans la rue. Je vous assure, plus que... Vraiment, il est plus connu que moi encore. Donc, il est très, très star. Il est adoré de tout le monde. Et véritablement, j'étais stupéfaite de voir à quel point il est aimé, très populaire. Et eh bien, quel est son intérêt ? Vous vous rendez compte, il demande un deuxième procès, subir les assises, des jurés, devoir s'expliquer, devoir... C'est terrible. Eh bien, il le fait. Il veut le faire. Il veut son deuxième procès. Il n'a pas bénéficié, pardonnez-moi, dès que je parle de Omar Haddad, moi je suis partie, mais il n'a pas bénéficié de la loi du 15 juin 2000. La loi du 15 juin 2000 permet désormais de faire appel devant les cours d'assises. Mais vous savez que c'est grâce à lui que cette possibilité de faire appel devant les cours d'assises, est-ce que vous le savez ? Non, je ne savais pas. Ce dossier est tellement, si vous voulez, une erreur judiciaire reconnue même par des députés, par des juges. Il y avait comme des juges qui... Georges Fenech, par exemple, est un ancien juge, il est persuadé de l'innocence d'Omar Haddad. D'ailleurs, j'ai fait un livre avec lui sur Omar Haddad. Mais c'est grâce à Omar Haddad qu'il y a la possibilité aujourd'hui de faire appel devant la cour d'assises. Parce que tous les députés ont tellement été choqués par ce qui est arrivé, de la décision de condamnation d'Omar Haddad, et tout le monde était extrêmement choqué par l'injustice que représentait ce dossier, et bien que le législateur est venu légiférer. Et ça s'appelle quoi, la cour de cassation, c'est ça ? C'est la cour d'assises. D'accord. Parce qu'avant, devant la cour d'assises, les gens étaient jugés, mais on ne pouvait pas faire appel. D'accord. Et maintenant, on peut faire appel. D'accord. Grâce à ce dossier qui a vraiment inspiré les législateurs. Et ça, peu de monde le sait. Donc, non seulement il a inspiré l'appel, mais lui n'a pas le droit à un appel. Maître, j'ai envie de vous dire que ce procès, oui, est peut-être le plus médiatisé du XXIe siècle, mais c'est aussi historique, ce procès. Ah oui. Il marque l'histoire. Oui. Vous êtes une femme forte dans un milieu dur. Avez-vous déjà été fragilisée par votre statut de femme ? Pas du tout. Ça vous a toujours... au contraire, c'est une force ? Moi, j'ai peur de personne. Et puis, je plains celui qui m'embête. J'ai horreur de me faire marcher dessus. Donc, puis je me sens pas du tout inférieure aux hommes ni quoi que ce soit. Je pense qu'il y a des hommes qui sont très bien, des femmes qui sont très bien. Il n'y a pas de... J'ai jamais fait le... Oui. Et voilà, je me suis jamais sentie... Et je plains celui qui m'embête, d'ailleurs. Comment défendre un client sans forcément cautionner ses actes ? Vous le faites, ça ? Alors, comment défendre un client sans cautionner... pourquoi vous dites ça ? Non, c'est une question. Est-ce qu'un avocat, aujourd'hui, peut défendre un client sans cautionner ses actes ? Et si oui, est-ce que vous l'avez fait ? C'est pour ça que je vous pose la question. Je vous renvoie parce que moi, je ne peux pas défendre quelqu'un si j'y crois pas. Et puis, de toute façon, si je considère que ce que fait mon client n'est pas bien, eh bien, je fais en sorte de lui faire prendre conscience qu'il faut s'excuser, regretter et montrer à la justice qu'il y a Vous le défendez quand même ? S'il s'excuse et s'il regrette profondément les choses, oui. Si par contre c'est quelqu'un qui fait des actes ignobles
et qui revendiquent cela, mais c'est hors de question. Mais tout parce que je reviens, parce qu'au début de l'émission, vous avez dit les terroristes, non. Mais si Oui. un terroriste s'excuse. Non, c'est différent là, parce que là, c'est l'extrême, si vous voulez. Quand on tue des enfants sans vergogne, des enfants, des femmes, des hommes, enfin, Ça, vous pouvez pas défendre. je peux pas défendre. On me l'a demandé hein, déjà, je ne vous fais pas de nom, Bien hein. sûr, bien sûr, bien sûr. Je tiens au secret, mais j'ai été demandé à plusieurs reprises, mais c'est hors de question. Je peux pas, je peux pas. Et vous comprenez les avocats, eux, qui acceptent? Mais bien sûr, je comprends. Qu'est-ce qui vous met le plus en colère dans ce métier? L'injustice. L'injustice. Et à contrario, ce qui vous donne foi? La justice. C'est vrai. Est-ce que vous voulez bien faire un petit quiz avec moi? Allez-y. Je vous donne 2 propositions et vous en choisissez une. D'accord? La discrétion ou la lumière? Les deux sont bien. Et quand on voit votre carrière, c'est plus la lumière. J'aime les deux. Hmm. Parce que contrairement à ce que vous pensez, oui, il y a beaucoup de lumière, mais je redoute à chaque fois les médias. Mais je le fais dans l'intérêt de mes clients et de mes dossiers. Là, ce que je fais ce soir, c'est la première fois que ça m'arrive. C'est vrai, non mais c'est vrai. Et je le fais pour un ami. Hum. Voilà, je l'ai fait parce que mon ami me l'a demandé. Mais pourquoi? C'est dommage, avec la carrière que vous avez, la personne que vous êtes, parce que vous êtes apprécié par vos clients, par le public. Oui, je Pourquoi remercie. Et là, j'en profite. Je remercie tous ceux qui me suivent sur Facebook. J'ai plus de 23 000 personnes qui me suivent. Et ils sont fidèles, ils sont là, ils me soutiennent. Et c'est formidable. Mais c'est pour ça que c'est important. C'est important aussi de se montrer et de dire ce qu'on vit, ce qu'on a vécu et nos combats. C'est important. Ils me diront ce qu'ils en pensent. Le tribunal ou le plateau télé? Tribunal. Être comprise ou être respectée? Comprise. La nuit après un verdict ou le matin avant l'audience? Ce que je préfère? Oui. Après le verdict. Si le verdict est bien. Je fais tout pour. La loi ou le cœur? Le cœur. Plus que la loi. C'est lié. On le voit avec certaines affaires. C'est lié. Le cœur, moi, je marche qu'au cœur, de toute façon. La peine de mort ou la perpétuité? Perpétuité. On n'est pas Dieu. On n'a pas... Je remercierai toujours Badinter. C'est formidable qu'il n'y ait plus de la possibilité, effectivement. Parce que souvent, j'entends des gens qui me disent « Oui, mais il y en a qui mériteraient. » Mais oui, mais s'il y a une erreur de la justice. Si précisément on dit « Cette personne est coupable » et que, en fait, finalement, c'est pas elle. Une fois que elle a eu la peine de mort, on fait quoi? Comment on lui redonne la tête? On revient encore une fois à l'affaire Omar Haddad, mais heureusement qu'il n'y avait pas eu la peine de mort. Dieu merci. Avocate ou adjointe au maire? Avocate. Parce que vous êtes aussi adjointe. Oui, mais ça, c'est ce côté adjointe, si vous voulez, c'est parce que je suis élevée dans la chose publique. Moi, j'avais mon grand-père qui était très fidèle à De Gaulle, qui était maire de Montmorency, et qui m'a toujours, j'étais proche de lui, et il m'a toujours inculqué le service aux autres, aider les autres, servir dans sa ville. Donc moi, j'exerce à Enghien-les-Bains et à Paris. Et donc, naturellement, j'habite effectivement dans ma ville. Et naturellement, ça me semblait normal, effectivement, d'être dans la mairie. Mais vous savez, vous allez me dire que je suis encore une fidèle. Le maire d'Enghien, vous vous rendez compte, le maire d'Enghien, je lui suis fidèle depuis 30 ans. Je suis élue depuis 1995. C'est incroyable. En toute discrétion. J'ai toujours fait ça en discrétion, voilà. Ça vous plaît? Pas. Ça vous plaît la politique? C'est pas la politique. Ah non, la politique, je déteste. C'est pas de la politique, donc? Non. Être dans une ville, si vous voulez, c'est aider les autres. Moi, du social? C'est pas que du social. Vous avez aussi les termes. À Enghien, on s'occupe des termes, on s'occupe du tourisme, d'essayer de faire un peu briller la vie. Le casino aussi à Enghien. Le casino, bien sûr, mais je veux dire, c'est s'intéresser à la vie du concitoyen, c'est s'intéresser aux autres, là encore. Donc, c'est complémentaire avec mon métier. J'aime bien, ça me donne un petit peu, voilà, c'est sympa. Peut-être un jour maire? Écoutez, c'est pas d'actualité parce que si je fais maire, je serai obligée d'abandonner la télé. Parce qu'on peut pas tout faire dans la vie, parce que j'ai encore un autre livre en cours.
J'ai mes 2 cabinets, donc Ça, c'est pas possible. Paris-Languin. Moi, je trouve ça incroyable parce que voilà, vous êtes éblouissante, vous êtes très belle comme femme. Ben, merci. Vous n'avez pas du tout l'air fatiguée. Pas du Et tout. vous faites tout ça, avocate, adjoint au maire, vous écrivez un livre, c'est incroyable. Et Ben- vous vous reposez quand? Ben, je me repose très peu, en fait. Mais j'ai beaucoup. Alors, ça, une fois de plus, c'est grâce à ma mère qui m'a apporté ça, c'est son énergie. D'accord. Et puis, une fois de plus, les gens, ceux qui me regardent, ceux qui sont à la télé, ceux qui me regardent, les téléspectateurs, les auditeurs, mes clients, m'apportent beaucoup d'énergie. Vous partez en vacances des fois? Oh là, c'est compliqué là. Quand je pars, si vous voulez, et ça, je remercie ce soir mon époux très compréhensif, vraiment avec moi, et parce que c'est vrai même quand on part, je suis dérangée tout le temps au téléphone parce que j'ai une vingtaine de collaborateurs également au cabinet, donc si vous voulez, je suis tout le temps appelée. Il faut toujours régler les problèmes. Il y a des gens qui appellent parce que je pars en vacances, qu'il ne se passe plus rien. Bien sûr, bien Le sûr. cabinet reste ouvert, moi je suis là, mais je suis tout le temps que dérangée. Les affaires sont tout le temps. Ouais. Voilà, donc je suis tout le temps dérangée. Donc je ne sais pas ce que c'est par ces 5 jours et qu'il ne se passe rien, que je pense qu'à moi, à mon époux, ma famille, je n'ai pas de possibilité. C'est pas que je ne veux pas, c'est pas que je veux absolument travailler tout le temps. C'est qu'il y a des moments où j'aimerais bien avoir un peu d'espace que je n'ai pas. Mais j'y arrive pas. J'y arrive pas. Je peux pas laisser tomber les gens. Et votre famille réagit comment à ça? Ils sont fiers de vous? Ils vous accompagnent Oui. dans... Oui, j'ai mon époux qui m'accompagne. C'est vraiment, en fait, il est comme moi. C'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un qui aime les autres. De toute façon, si c'était pas le cas, je pourrais pas rester avec lui. Donc il comprend, il est content, il participe. Quand j'obtiens un acquittement, c'est le premier à être, il explose de joie. Enfin, c'est marrant d'ailleurs. Hein. C'est génial. C'est génial. C'est comme l'impression que ça lui arrive à lui en fait à chaque fois. mais c'est marrant parce que Mais c'est important. Mais c'est essentiel. Ça vous donne de la force aussi. Exactement. Alors souvent, il y a des gens qui me disent « Oui, mais alors, t'as jamais trompé ton époux ?» Ça risque pas, d'abord, j'ai pas le temps. Et puis, il est tellement gentil, il me laisse tranquille, il me laisse libre. Donc, j'ai vraiment... J'adore le d'abord, j'ai pas le temps. c'est vrai. Continuer ou transmettre? Transmettre. J'aime transmettre. J'ai des collaborateurs à qui je transmets, des stagiaires à qui je transmets. Je sais que j'aime Donc vous plaidez moins alors? Ah, j'adore plaider. Et vous plaidez moins aujourd'hui? Ah, pas du tout. Vous transmettez plus? Ah non, je plaide aussi. D'accord. Ah non, j'ai encore plaidé hier. Non, je plaide tout le temps. J'adore plaider, c'est super. Et quand, j'ai une question là. Quand vous arrivez au tribunal pour plaider, comment réagit le juge, parce que vous êtes médiatiquement très connu? Adorable. Oui. Ils sont contents de vous voir. Ah oui. Les greffiers surtout, les greffières que j'embrasse aujourd'hui. Mais les greffiers sont adorables, ils sont fidèles à ce que je fais, ils me suivent. Vous savez, on regarde, etc. C'est toujours adorable. C'est toujours bienveillant. Vous savez, on entend beaucoup de gens qui se plaignent en disant « Oui, sur Twitter, j'arrête de me mettre sur Twitter parce que je ne suis... » Alors, je touche du bois, je n'ai pas de bois, mais je ne suis jamais critiquée. Quand il y a des critiques, c'est tellement isolé que c'est pas grave. Et puis, s'il y a 2-3 critiques, il y aura toujours Ça fait partie du jeu. Toujours quelqu'un qui vous critiquera. Mais j'ai tous mes internautes qui se mettent autour. Vous voyez? S'il y en a qui me dit... Une sorte de protection. Oui, quand j'ai déjà reçu « Tiens, la vieille, qu'est-ce que tu fous là encore On te voit trop. » Et bien derrière, tous, vous êtes belle, vous êtes super. Et j'ai toujours les gens qui font le pendant. Non, il n'y a rien qui fait que, effectivement... Maître, merci d'avoir joué le jeu sur ce quiz. Votre prie. plus grand regret dans votre carrière? Mon plus grand regret? Oui, vous pouvez prendre le temps de répondre si vous voulez. Oui, alors là, il faut le temps. Hein. Oui, vous pouvez prendre le temps de répondre. Parce que je considère que je suis en début de carrière. Alors, la réponse peut vous paraître étrange, mais je n'ai jamais considéré que j'ai une carrière. Pour moi, je n'ai pas de carrière. Oui, c'est votre vie. C'est ma vie. Enfin, j'ai rien fait de spécial en fait dans ma vie. Votre plus grand regret dans votre vie alors? Mais j'ai pas de regret dans ma vie, si ce n'est que d'avoir eu des échecs. C'est formidable. J'ai eu des tas d'échecs. Il y a des dossiers que j'ai perdus, il y a des dossiers que j'ai gagnés ensuite. Il y a des dossiers, il y a des choses qui, si vous voulez, forcément, qui me révoltent, comme l'affaire Omar Haddad, où pour l'instant, j'ai pas encore j'ai pas encore réussi à faire réviser le procès, mais je vais y arriver. Mais ce que je veux dire, c'est que, comment vous expliquer? C'est pour ça que je pense que j'ai une longue vie devant moi, parce que j'ai trop de choses à faire. J'ai encore plein de choses à faire. Donc, j'ai pas du tout terminé. Et je ne regarde pas derrière moi, je regarde devant moi. J'aime pas faire l'espèce d'autosatisfaction, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et d'ailleurs,
ce soir, ça me fait une espèce de thérapie, entre guillemets, psychanalytique, parce que je n'ai jamais fait ça. Ouais. C'est très rare pour moi de me mettre en arrêt, de me poser, de voir qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie. Mais par contre, j'essaie d'avancer, toujours aider. Et ça vous plaît de parler un peu de vous? Non, Pas du tout. j'aime pas parler de moi. Je vais être pas bien tout à l'heure. Je vais dire, oh, je parlais de moi, j'aime pas. Mais en même temps, comme vous me l'avez très gentiment dit tout à l'heure, vous m'avez rassuré en me disant, mais finalement, les gens qui vous suivent, ils aimeraient bien vous connaître un peu plus. Exactement. Et c'est vrai que je leur dois peut-être. Effectivement, Exactement. je pense que je leur dois de le faire. Et finalement, je vous remercie de cette invitation pour peut-être qu'ils me connaissent plus, qu'ils sachent que je suis là pour eux et que s'ils ont besoin de moi, je suis toujours là. Votre plus belle rencontre dans votre vie? Je dis plus carrière, je dis vie maintenant. Mon mari, Ça fait longtemps, du coup. 25 ans. C'est une belle rencontre alors. Ah bah oui. Votre plus grand rêve? Le grand rêve. Hmm. Faire réviser de l'affaire Omar Haddad, c'est pour moi, voilà, c'est mon grand rêve. C'est de sortir effectivement ce dossier parce que, Effacer du casier judiciaire oui, la condamnation qu'a eu Oui. Omar Haddad. oui, pour moi, Et vous me l'avez dit tout à l'heure, c'est ça. et vous m'avez même impressionné comme vous l'avez dit. Vous allez le faire. Oui, je vais y arriver. Votre affaire la plus marquante, je pense que c'est Omar Haddad, non? Peut-être une. Non, il y a aussi l'affaire Diallo. D'accord. Affaire Diallo, affaire Brissot, Bah, affaire C'était ma Bujanovic. question. Du coup, votre affaire la plus marquante. Si vous devez retenir une affaire, celle où vous vous dites ah ouais, cette affaire, c'était quelque chose. Non, tous. Mais une affaire. C'est difficile de dire une affaire parce qu'ils sont à égalité. Vous L'affaire avez... Diallo, c'est quoi l'affaire Diallo? Mamadou Diallo, je l'ai fait acquitter. Il est en première instance. C'était une bagarre incroyable. Il était accusé à tort, effectivement, de meurtre, alors qu'il était innocent. Et en appel, et là, il était acquitté en première instance, donc je l'ai fait acquitter. Et en appel, l'avocat général a fait appel, le procureur a fait appel, et on appelle à ça un avocat général en appel, procureur général. Et malheureusement, en appel, il a pris 16 ans. Bon, il voulait 30 ans encore. Il a pris 16 ans. Donc, avec les remises de peine, etc., il est sorti l'année prochaine. Mais peu importe, il est innocent. Donc, si vous voulez, c'est des affaires marquantes, ça. Et là, je prends mon bâton de pèlerin parce qu'il était victime d'une injustice, parce que la loi... Ah oui, je ne l'ai pas dit, là aussi, j'aime bien faire les lois aussi. Je suis intervenue sur la loi du 20 juin 2014. D'accord. justement. En commission, vous avez été interrogé en commission? Bien sûr, mais c'est moi qui ai proposé. Ils ont D'accord. reconnu que c'est les idées que j'ai données qui ont été prises D'accord. à l'unanimité, notamment le fait qu'un avocat peut faire des demandes d'actes pour une révision de procès. Et c'est là que ça devient intéressant, parce que vous, quand même, vous marquez quand même la justice aujourd'hui. Moi, je vous vois bien faire de la politique. Je vous vois bien la proposition de loi. En fait, c'est un combat pour vous aujourd'hui, l'injustice Mais qui oui, existe. mais le problème, Donc, c'est quel que... est le mieux, être avocat ou bien plus tard faire de la politique? Mais le problème de la politique, si vous voulez, c'est que je me suis aperçue, j'avais fait un combat justement en 2007 contre Strauss-Kahn, je l'ai battu au premier tour. Et entre les deux tours, je me suis aperçue que finalement, ils s'entendent tous entre eux. Ce que je veux dire, c'est que l'opinion publique est manipulée. Enfin, je pense que ça m'a appris beaucoup de choses. J'ai pris des grosses claques parce que j'ai compris que la politique, même si c'était mon grand rêve aussi à l'époque, moi, je me voyais bien garde des Sceaux. Je me trouvais totalement les épaules pour ça. Bien sûr. Mais en fait, non. Parce qu'il faut avoir des connaissances, il faut avoir... Et moi, j'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps de faire des... Vous savez, des petits d'inviter les uns les autres. Je fais pas ça. Parce que d'abord, j'ai pas le temps. Et puis, je suis tellement... peut-être que je peux tellement déranger parce que moi, je suis tellement franche, tellement droite. Authentique, Ça plaît pas. j'ai envie de Et dire. authentique. Les gens authentiques, aujourd'hui, n'ont pas leur place en politique. Je suis beaucoup trop authentique, à mon sens, pour être... Humblement, ça, c'est le constat dont vous parliez tout à l'heure. Voilà, ça, l'échec, il est là. C'est de se dire, mon grand rêve, je pourrais jamais le réaliser. Parce que je suis trop authentique, je ne serai jamais acceptée. Parce que les gens authentiques, aujourd'hui, tout de suite, on est obligé d'être en politique. Dès qu'on rentre dans ce milieu-là, des ministres, etc., ils sont obligés c'est normal, ils sont obligés de devenir des politiques. Après, peut-être que l'avenir sera différent. On le voit dans certains pays où certains deviennent présidents, c'était des acteurs, c'était des... voilà, tout est possible, j'ai envie de dire. Oui, aujourd'hui, il y a peut-être un milieu fermé, mais peut-être que demain sera meilleur. Si vous le dites. Merci, maître. Merci, maître. On a découvert une femme engagée. La justice est un combat pour vous. Merci d'avoir été notre invité ce soir. Merci à la réalisation Underground Production. Merci à Scroll TV Radio pour la production.
On se retrouve pour un prochain rendez-vous.